Bon, il était 7h ce matin, et à 7h ce matin, qu'a-t-on entendu, Fabrice Lafitte ? Encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment. Ça, c'était une pub très célèbre des années 80. Alors, il y a, si je cite Ricoré, je devrais citer Nesquik, je devrais citer d'autres marques. C'était à l'époque où les publicités étaient entêtantes parce qu'il y avait des chansons qui marquaient. Il y avait Belle Deschamps également, et l'ami Ricoré va dans ce sens-là. Pourquoi je vous parle de l'ami Ricoré ? Parce qu'à 7h ce matin, Jacques Serret, je crois, est avec nous. Je crois que c'est une première dans l'histoire de la République. Bonjour Monsieur Serret. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous êtes journaliste au service politique d'Europe 1. C'est la première fois, je pense, qu'un Premier ministre convoque les journalistes, la presse, à 7h du matin dans son jardin, au lever du lit. Non pas pour leur apporter de la Ricoré, mais pour dire pas grand-chose d'ailleurs, pour tout vous dire, ce qu'a dit le Premier ministre ce matin. Et pourquoi à 7h du matin, et pourquoi ça s'est fait cette nuit, Jacques Serret ? Eh bien écoutez, hier soir, le conclave sur les retraites s'est soldé par un échec, aucun accord entre les partenaires sociaux. Et donc Matignon, a envoyé un mail cette nuit, il était minuit lorsque le mail est parti des services de Matignon à l'ensemble des rédactions, un mail pour prévenir donc de cette prise de parole à 7h du Premier ministre. Et le Premier ministre donc qui s'est exprimé, c'était très rapide, en 4 petites minutes seulement, pour dire que ce conclave était un échec, qu'il n'avait pas abouti, mais que François Bayrou souhaitait continuer, c'est-à-dire qu'il s'obstine et qu'il donnait rendez-vous donc la parole ce à matin. 7h. Pourquoi pas faire un communiqué, par exemple ? Pourquoi ne pas dire je reçois demain les partenaires, je pense qu'on peut trouver un accord, j'ai le sentiment qu'un accord était possible et puis ça c'est pas fait. J'ai mal compris cette volonté ou cette mise en scène. Quelle est son utilité, Jacques Serret ? Je vous avoue, j'ai aussi du mal à comprendre cette communication. Ma seule interprétation, c'est que François Bayrou prend ce sujet des retraites à bras-le-corps, qu'il en fait presque une affaire personnelle finalement. Et là, très clairement, cette manière de faire, il lie son destin à Matignon avec la réforme des retraites. C'est assez surprenant et on voit mal désormais comment il peut un peu se détacher de tout ça. Maintenant, il est lié à une réussite sur les retraites. Écoutons l'ami Ricoré, si j'ose dire, celui qui est venu à 7h ce matin. On était près d'un accord, a-t-il dit. On est arrivé très près d'un accord historique à bien des égards. De nombreux points d'accord étaient sur le point d'être actés. Alors bien sûr, je peux naturellement comprendre qu'on constate un échec lorsqu'on est sur des positions radicalement différentes ou opposées. Mais je ne peux pas accepter sans réagir qu'on se satisfasse d'échouer si près du but. Bon, est-ce que ça c'est vrai, Jacques Serret ? Parce que si les uns et les autres sont près des buts, quel est l'intérêt de ne pas signer ? C'est vrai du point de vue des services de l'exécutif, d'ici des personnalités qui entourent le Premier ministre. Du côté des syndicats, ce n'est pas du tout le même discours. On part du principe que aucun accord n'est possible. D'ailleurs, souvenez-vous, la CGT ne participe même pas à ce conclave. Donc on voit mal comment tout cela peut Mais ça se choque terminer. Sur quoi ? Quelle est la lecture qui est aussi différente, qui fait dire à François Bayrou que tout le monde est proche d'un accord et qui fait dire aux syndicats que non, les positions sont éloignées. Par exemple, sur, je crois, la retraite des mères de famille, est-ce que les positions sont proches ? Mais sur ces points-là, oui, globalement, il y a des positions proches. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur le point le plus important, qui est l'âge de départ. Cette réforme, la réforme des retraites de 2023, mais donc l'âge de départ à 64 ans, c'est hors de question pour une partie des syndicats et pour la gauche, qui menace, je le rappelle, toujours de censurer le gouvernement de François Bayrou. Aujourd'hui, on rappelle que l'âge de départ à la retraite, il est de 63 ans. C'est ça. Mais Jacques Serret. Et il serait prolongé à 64. Bon, Laurent Jacobelli est là, il va pouvoir réagir. C'est très étonnant. L'Europe entière recule
l'âge du départ à la retraite, je vous vois sourire, mais c'est une réalité, monsieur Jacobelli. Et nous, en France, on explique qu'il faut qu'on parte encore plus tôt, et notamment le Rassemblement national. Alors, je comprends le Rassemblement national, ce sont vos électeurs. Un électorat souvent très populaire, avec des gens qui ont travaillé souvent longuement, et à qui vous diriez, faut travailler encore plus. Et c'est un espoir pour ces jeunes gens, pour ces gens qui, effectivement, votent pour vous. Mais il y a il y a des données arithmétiques peut-être à prendre en compte. Pascal Praud, je suis pour la double peine, mais pour les étrangers criminels. Pas pour les salariés français. La double peine, ce serait que nous soyons le pays où les charges sociales soient les plus élevées, à la fois pour les salariés et pour les patrons, et qu'à la fin, on ait le même système de retraite que les autres qui payent beaucoup moins de charges sociales que nous. Alors, il faut faire un choix. Soit, effectivement, on paye beaucoup, mais on obtient plus à la fin, soit on paye moins, comme les autres pays de l'Union européenne, et donc on part plus tard. Mais on ne peut pas dire aux Français, vous allez payer plus que les autres, mais obtenir la même chose que les autres. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'illogique dans le débat. Vous savez, si le conclave n'a pas abouti, c'est simplement parce que l'objectif n'était pas qu'il aboutisse. C'était un machin, un truc, une astuce, tout simplement pour faire un accord avec le Parti socialiste et pour que le Parti socialiste ne vote pas la censure contre M. Bayrou et qu'il ait un hochet sur lequel s'appuyer. Je vous interromps à 11h28, vous allez continuer juste après la pause et le journal, puisqu'il sera 11h30 avec Mathis Lang. Pardonnez-moi, à tout de suite. Et si vous voulez échanger avec notre invité Laurent Jacobelli, 01 80 20 39 21, c'est le numéro du standard d'Europe 1. À tout de suite sur Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. L'échec du conclave sur les retraites et curieuse prise de parole du Premier ministre ce matin, François Bayrou, à 7h, 6 petites minutes, juste pour dire qu'il ne se satisfait pas de cet échec si près du but et qu'il allait recevoir aujourd'hui les partenaires sociaux pour tenter de trouver une voie de passage. Je ne sais pas si c'est ce matin d'ailleurs ou... Pardonnez-moi, Laurent Tessier. Demandons à Jacques Serret. Jacques, c'est ce matin. Oui, vous avez raison. Jacques, c'est en ce moment. Oui. Dans quelques instants, Pascal, le Premier ministre va recevoir puisque vous êtes midi. Sur place. Voilà, c'était oui, midi. Le Premier ministre va recevoir à midi la représentante de la CFDT, la CFTC, la CFCGC. Qui est arrivé à 7h en plus. Mais il est arrivé à 7h. Vous n'avez plus bougé de Matignon depuis 7h ce matin, Jacques Serret ? Non, je suis arrivé un peu plus tard. Je suis arrivé dans la matinée. Et dans un premier temps, cette réunion était prévue, donc annoncée à 10h et est ensuite décalée à midi pour les syndicats. Et le patronat arrivera à 13h45. Mais tous ces gens seront ensemble quand même, rassurez-moi. Et non. À midi, il y aura autour de la table la CFDT, la CFTC et CFE-CGC. Et ensuite, à 13h45, le MEDEF. Et puis, à 20h, la CPME. D'accord. Bon, j'ai interrompu tout à l'heure Laurent Jacobelli qui parlait de la position du Rassemblement national. Vous, c'est plus en termes d'annuité de travail, c'est-à-dire que c'est 42 ans, c'est bien cela, et on a le droit à un taux plein. Si vous avez commencé à travailler jeune, avant 20 ans, vous avez probablement un métier pénible, c'est 40 annuités avec un âge seuil de 60 ans, et si vous avez commencé à travailler plus tard, c'est au maximum 42 annuités, et donc un âge seuil de 62 ans. Ce qui est tout à fait faisable si simplement on relance un peu la productivité en France. Vous savez, notre problème, c'est pas que les Français ne payent pas assez de charges ou travaillent pas assez, c'est qu'il n'y a pas assez de cotisations. Et pourquoi il n'y a pas assez de cotisations ? Parce que les travaux qui ont été créés ces dernières années sont des travaux type Uber, avec une faible productivité, une faible valeur ajoutée et donc de faibles cotisations. Si simplement on avait un niveau de réindustrialisation suffisant, eh bien les recettes seraient suffisamment abondées pour garder notre système. En fait, on ne prend pas le problème à la racine. Au lieu de créer les origines du mal, c'est-à-dire la baisse de la natalité et la baisse de la productivité, on essaye de demander aux Français de se serrer la ceinture. C'est plus facile quand on est au gouvernement, c'est sûr, de faire ça et de faire les poches des Français que de changer la vision de l'économie. On rappelle que ce sont les actifs qui payent les retraites de ceux précisément qui ne travaillent pas. Vous n'imaginez pas un nouveau système de capitalisation, vous n'imaginez pas cela possible ? Si un système de capitalisation venait en plus de la retraite classique telle qu'on la connaît, on peut discuter de tout. Vous savez, nous, on n'est pas fermé au dialogue. Simplement, la manière dont le Premier ministre s'y est pris est probablement très malhabile. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a voulu que cette réforme des retraites, cette réforme Macron impopulaire à l'Assemblée nationale et au sein de la population, mais ça, c'est pas un argument. Passe quand même par un autre biais. Si vous demandez aux gens de travailler plus, ça sera toujours impopulaire. Il y a un moment aussi, il faut, il y a un principe de réalité. Alors, autant sur des
des métiers difficiles. Je n'ai pas envie de voir des gens effectivement travailler, des peintres en bâtiment, des couvreurs, des plaquistes, que sais-je. T'as pas envie que ces gens-là travaillent jusqu'à 65, 66, 67 ans. Et je trouve que si tu arrives à l'âge de la retraite avec un petit salaire, t'as pas envie de prolonger ce temps, évidemment, du travail. Mais en revanche, dans les administrations, si tu bossais un ou 2 ans de plus à la mairie de Paris, mais vous souriez vous-même. Déjà, tu travailles pas 35 heures. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs. Moi, j'avais soumis l'idée toute simple. D'ailleurs, je sais pas si elle est possible de faire cadre et non cadre. Je trouve que non cadre, par définition, le métier est souvent plus difficile, ou il est toujours plus difficile. Et puis cadre, tu pouvais travailler un peu plus. Non, je pense qu'il faut effectivement prendre en compte les métiers les plus pénibles, et vous l'avez justement souligné. Je pense qu'aussi, il faut prendre en compte les carrières hachées, notamment des mères de famille. On peut considérer qu'effectivement, une mère de famille qui, pendant quelque temps, élève son enfant, elle sert la nation, et qu'elle ne devrait pas être pénalisée, finalement, à la fin de sa carrière. Donc tout ça doit être pris en compte. En fait, la réforme qui a été faite, c'est une réforme qui est faite par une règle de 3, en disant combien il nous faut de financement, et du coup, combien il faudrait que les gens travaillent. Mais vous savez, le problème, c'est qu'on a une réforme tous les 2 ans, parce qu'on ne règle pas les problèmes de fond. Et donc, vous aurez la fille de Madame Borne ou le fils de Madame Borne qui viendra dans 5 ans dire maintenant c'est plus 64 ans, c'est 68 ans. Parce que si on ne règle jamais les problèmes, on aura toujours les mêmes déficits dans les caisses. Justement, on va écouter dans quelques secondes Madame Vautrin, notamment, ce qu'elle a dit, et puis Olivier Faure. Mais je voulais vous lire le texte de Michel-Édouard Leclerc, parce que j'ai trouvé ça très intelligent et je voulais vous le soumettre. Je suis pour un modèle très large où le travail paye moins de cotisations, puisqu'on veut que les gens aient du travail et qu'on veut créer du travail. Faisons en sorte que ce soit les concurrents du travail qui payent les cotisations sociales de ceux qui vont partir à la retraite. Par concurrent du travail, le patron de la grande distribution désigne la robotique, le digital, l'intelligence artificielle ou encore les produits importés à bas coût. Avec le vieillissement de la population et moins de gens qui travaillent, ça ne sert à rien de dire qu'il n'y a que le travail qui doit payer le système de prestations sociales, insiste-t-il. La masse sur laquelle on transférerait ces cotisations sociales ne serait pas du tout inflationniste. Il y a de l'argent pour financer les prestations sociales. Et j'ai trouvé que il me semble qu'on a besoin de nouvelles solutions. Et Michel-Édouard Leclerc, qui est un patron pragmatique, qui connaît l'entreprise, propose des choses un peu nouvelles. Et peut-être faut-il l'entendre, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, dans la méthode, on peut abonder, c'est-à-dire dire quel système social on veut. Qu'est-ce qu'on veut offrir aux Français? Quel est notre système humaniste, finalement, qui fait la particularité de la France? Et une fois qu'on a établi cette volonté politique, comment on le finance? Et pas l'inverse. Or, aujourd'hui, on prend les problèmes de gros sous d'abord, et puis on dit les Français s'adapteront bien. Donc, pourquoi pas étudier les pistes de Monsieur Leclerc? Il y a d'autres pistes aussi. Moi, si vous voulez, je n'arrive pas à me résoudre à la fatalité, au fatalisme. Dire, voilà, l'emploi, il est perdu en France, il y en aura toujours de moins en moins. Voilà, il y aura toujours moins de cotisants pour plus de retraités. C'est comme ça, on peut rien y faire. Si, on peut y faire quelque chose. D'où la capitalisation, d'ailleurs. Recréer de l'emploi, Pascal Praud. Le vrai problème, le seul problème. Mais mais excusez-moi, il n'y a pas assez de gens qui cotisent. Il y a 5 millions de chômeurs en France. J'entends ce que vous dites. Et donc, la mondialisation, les traités de libre-échange, les importations sans taxes et sans contrôle, on nuit au travail, on nuit à la consommation, et on donc rajouté, si vous voulez, une contrainte en plus des taxes et des charges beaucoup trop élevées. Et donc on se retrouve avec un système, à la fin, tout rikiki, tout rétréci, qui ne peut plus tenir. Et donc, voyons les choses en grand, imaginons un destin économique à notre pays, et ne restons pas rabougris en disant « c'est fini, comment on va partager la misère ?» Catherine Vautrin était ce matin invitée de France 2, la ministre du Travail. Je vous propose de l'écouter. Vous savez, la motion de censure, elle était déjà dans l'air la semaine dernière. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est vraiment celui de l'équilibre des comptes. Je rappelle que le sujet des retraites, 2030, 6,5 milliards de déficit. Et ça, c'est un sujet qui concerne chaque Française et chaque Français. Le conclave aujourd'hui est évidemment un échec dans le sens où il n'a pas fait l'objet d'une conclusion
accepté par les partis, mais il a fait l'objet d'un budget avec des avancées. L'idée, c'est de regarder comment nous pouvons transformer ces budgets. C'est ça qui nous préoccupe ce matin et c'est pour cela que le Premier ministre souhaite faire une réunion supplémentaire. Les chiffres sont têtus et les chiffres démontrent qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de financer notre système de retraite. Donc, pérenniser les retraites, c'est forcément bouger, c'est forcément faire des efforts et nous devons cette vérité aux Français. Autre voix avant de refermer ce dossier, Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti Socialiste, il était ce matin sur BFM. C'était engagé par écrit à ce que le Parlement ait le dernier mot. Eh bien, si le Parlement n'est pas saisi, si nous n'avons pas la possibilité, y compris de déposer des amendements qui permettraient de définir quelles seraient les conditions d'un retour à l'équilibre en échange d'un retour à 62 ans, eh bien, effectivement, nous irons vers la censure. Vous vous êtes bien fait avoir quand même. Je vois pas en quoi on s'est fait avoir. Nous croyons au dialogue social. Est-ce que vous irez vous-même à la censure parce que il n'y a pas de censure possible, en tout cas il n'y a pas de gouvernement qui tombe si le RN ne vote pas la censure. Donc si sur ce sujet le PS vote la censure, est-ce que le RN votera également la censure, Laurent Jacobelli? Monsieur Bayrou n'est pas à l'origine de la réforme des retraites. Il est à l'origine simplement d'un gros mensonge, d'une entourloupe pour avoir la bienveillance du PS. Mais ça les regarde. C'est leur deal entre eux. Nous, on n'est pas dans ce deal-là. En revanche, s'il y a une motion de censure de déposer, et si on voit que la loi pour lutter contre l'écologie punitive, telle qu'elle a été transformée, notamment par le programme de Marine Le Pen, avec la fin des investissements dans les éoliennes, avec le retour d'une énergie peu chère, d'une électricité peu chère, puisque plus tarifée en Allemagne et en Europe, eh bien, si jamais le gouvernement revient sur ce que nous avons déjà voté, alors là, oui, il y a motif de censure, parce que ça touche au pouvoir d'achat, ça touche au niveau de vie des Français, et c'était une ligne rouge. Et pourquoi le Premier ministre a parlé si tôt ce matin ? Parce qu'il voulait être le premier, et moi, son message, je l'ai compris par encore une minute, monsieur le bourreau. Je vais jusqu'au bout essayer de trouver une solution pour que le PS n'appuie pas sur le bouton du siège éjectable. On a un Premier ministre qui veut jouer la durée plutôt que de jouer le fond et plutôt que d'être utile au pays aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent Jacobelli. Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement national de Moselle et que vous interveniez sur ce sujet des retraites.